Je ne vais pas vous parler de restauration exactement de vieux films, je vais vous parler d'une partie de la restauration qui est la première partie, c'est donc la détection des défauts dans les vieux films par apprentissage profond, donc maintenant on n'y coupe plus. Hein. Et en fait, cette restauration, cette détection, elle est issue au départ d'une restauration semi-manuelle. Donc ça, c'est issu de travaux que j'ai menés avec Travis Seng, Axel Carrier, Jean-Denis Duroux, François Loz qui est ici, et Fabien Pierre et Jean-François Aujol. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a comme détérioration sur les pellicules au départ ? On a trois types de pellicules qui ont été faites. On a donc dans les années, avant les années 50, on avait du nitrate de cellulose. Le problème du nitrate de cellulose, c'est que c'était inflammable, donc on a perdu 50% des films entre-temps, ça a brûlé. Après, on a eu acétate de cellulose. Donc là, ça avait un autre défaut. Ça avait ce qu'on appelle le syndrome du vinaigre, c'est-à-dire qu'en fait, ça avait une forte odeur et après, ça devenait tout blanc sur les pellicules. Donc, ce qu'on a fait du moins pour sauver tout ça, on est passé à partir des années 80 avec l'avènement du pétrole sur du polyester. Donc maintenant, du coup, c'est inerte, c'est bien, c'est protégé. Mais donc, ce qu'on a eu, c'est jusqu'à présent, on avait donc sur les vieux films, on a des défauts qu'on va pouvoir caractériser comme étant soit des défauts spatiaux ou des défauts temporels, de manière locale ou non locale. Donc ce que j'appelle défauts spatialement non locaux, on va avoir tout ce qui est stabilisation ou pompage, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets de scintillement dans l'image, ou globalement même on va avoir des effets de décoloration complets sur les vidéos. Et au niveau local spatialement, on va avoir deux types de défauts. Soit ça va être local spatialement plus local temporellement, c'est-à-dire qu'on va avoir des défauts de type tâche, qui vont arriver que sur une image à un endroit précis et qu'on ne va pas revoir après. Soit on va avoir des défauts qui vont être locaux spatialement mais qui vont rester dans le temps, c'est-à-dire les rayures qu'on va retrouver sur plusieurs images à la suite. Donc nous, ici, on va s'intéresser plutôt aux tâches et aux rayures. Donc un petit point de base quand même pour parler un peu des enjeux de la restauration. C'est quoi les objectifs de la restauration de films ? Au départ, c'est donc de restaurer vers quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on avait à l'origine. Ça permet aussi de pouvoir corriger les imperfections. Et on a d'autres cas de figure où au final le réalisateur veut modifier les choses. Et donc du coup, on est sur plutôt même de l'amélioration de films, entre guillemets. Donc les acteurs en France de la restauration de films, on a donc le CNC, donc, avec en particulier la direction du patrimoine cinématographique, qui est en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et la Cinémathèque française. Et donc nous, en particulier, on a un partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse avec le projet RAFIA. C'est un projet qui est financé par le ministère de la Culture. Et donc là, en particulier, donc, sur toute la restauration c'est deux étapes. Il y a une étape de détection des défauts et une étape de correction des défauts. Et donc là, on va plutôt s'attarder à l'étape de détection. Donc, pour en revenir à ce que j'avais dit précédemment, on a différentes approches, et surtout ces approches-là, elles vont être différentes en fonction du type de défaut qu'on va vouloir détecter. C'est donc d'une part les rayures ou d'une part les taches. Et en fonction de ces deux approches-là, on ne va pas du tout utiliser les mêmes types de traitements. Donc on va surtout retrouver tout ce qui est transformé ou filtrage. Et maintenant, on arrive sur des choses qui vont essayer de traiter un peu les deux avec évidemment le deep learning. Et donc nous, on est également parti sur une version deep learning. Donc là, nous, ce qu'on a fait, donc à partir de données qu'on a reçues de la Cinémathèque de Toulouse, on a voulu en fait faire de la détection de défauts. Et pour ça, la Cinémathèque de Toulouse nous a fourni du moins un film, mais avec deux versions différentes. On a une première version avec les défauts dedans, et une deuxième version où ça a été restauré de manière semi-automatique ou semi-manuelle par un restaurateur expert. Donc ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui était faite avec un logiciel qu'ils ont payé très cher, et par-dessus ça, il fallait faire des corrections à la main quand le logiciel n'arrivait pas à faire le traitement automatique. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est dire, on a les deux versions-là, ce qu'on voudrait, c'est d'une part réussir à créer les images de défauts, et après, évidemment, faire de l'apprentissage supervisé avec ces défauts-là à partir des scènes de défauts pour dire, tiens, on veut retrouver les défauts. Et donc, comme je disais précédemment, vu que c'est une restauration semi-automatique, la fiabilité n'est pas assurée à 100%.
Donc, dans un premier temps, ce que je disais, c'est que vu qu'on a la restauration, on a la version défectueuse, mais on n'a pas les masques. Parce que ça, c'est quelque chose qui est inclus à l'intérieur du logiciel, mais qu'on ne peut pas récupérer directement. Donc pour ça, il a fallu qu'on crée les masques. Donc pour créer les masques, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a juste appliqué une différence entre la version restaurée et la version défectueuse pour obtenir les endroits où les pixels ont été modifiés. Donc ça, c'est la première étape. Et après, en fait, il y a une étape de seuillage pour se dire à partir de combien de pixels ou combien de valeurs de niveau de gris différentes entre les deux images, on va dire c'est un défaut ou c'est pas un défaut. Et donc pour ça, on a fait une sorte d'histogramme pour montrer à partir de quel pourcentage de valeurs de niveau de gris on conserve ou on ne conserve pas. Donc là, si vous pouvez voir, si on prend vraiment le seuil minimal, en fait, on va récupérer une tâche très grande, alors que ce n'est pas forcément ici qu'il y a les défauts. Et ça, c'est dû au fait que ça, c'est une opération qui a été faite manuellement par le restaurateur, qui consiste à sélectionner une zone où il y a des défauts, mais donc sélectionner, on va dire, vraiment pas exactement précisément. Et en fait, le logiciel qu'ils utilisent pour cette correction-là, en fait, il va juste aller chercher dans une image avant ou une image après du film pour dire, tiens, je recopie directement ce qu'il y a sur une image avant ou après. Et ce qui entraîne au final, c'est que il y a certaines zones, même s'il y a une petite différence qui est faite, on va tout de suite la repérer. Et donc pour ça, on est obligé au départ d'utiliser un seuillage qui est très important, donc à peu près au niveau du rouge. Et même là, au niveau du rouge, on se rend compte qu'il y a une partie du texte qu'on n'aimerait pas forcément avoir dans le défaut, mais qu'on va garder pour le moment. Donc une fois qu'on a fait cette étape de seuillage, on récupère des défauts, mais on va dire qu'il y a des points qui sont un peu par-ci par-là et qui ne sont pas forcément reliés entre eux au niveau des formes géométriques. Et c'est pour ça qu'on va faire une fermeture morphologique. Donc cette fermeture morphologique, elle va suivre deux formes différentes. On va prendre des lignes verticales pour essayer de relier les différents morceaux des rayures verticales, et on va utiliser des disques pour pouvoir relier les différents points blancs de défaut qui sont dans un voisinage, dans un 8 voisinage autour. Et donc, à quel moment on arrête cette partie fermeture morphologique? En fait, on va regarder le nombre de pixels blancs dans le masque qu'on va ajouter. Et si à un moment ou à un autre, on va voir que du coup, on va récupérer, on va refermer, on va relier les points entre eux. Donc, on va voir que plus ça va aller et moins on va avoir de nouveaux points blancs de masque de défaut. Et quand ça va recommencer à augmenter, c'est-à-dire que là, en fait, on va relier des zones qu'on ne devrait pas relier ensemble parce que ce n'est pas forcément des défauts qui vont ensemble. Et à ce moment-là, on dit on arrête. Donc par-dessus ça, avant d'entraîner le réseau et de savoir quelle architecture de réseau on veut utiliser, on s'est intéressé à la profondeur des défauts sur les images successives pour voir est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que en fait on peut directement aller chercher, on va dire une image saine assez rapidement par rapport à la localisation du défaut dans une image courante. Et donc on se rend compte que, donc là vous avez une image, en fait c'est toutes les scènes qui ont été cumulées les unes avec les autres, et en fait on a regardé en fait c'est quoi la profondeur maximale sur des images à la suite c'est du défaut. Et donc on se rend compte que il y a des cas particuliers où on va monter à plus de 20 images, mais statistiquement parlant, on s'est rendu compte qu'il y a quand même 72% dans la zone qu'on a là, il y a quand même dans 72% des cas, il n'y a qu'un défaut de profondeur 1 à chaque fois. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs fois un défaut même à la localisation précise, en fait, on ne va jamais avoir plus d'une image à la suite où il y a un défaut. Et même si on veut aller jusqu'à 2 images à la suite, on monte à 95% des pixels de cette image-là où ça ne dépasse jamais 2. Donc on peut se dire logiquement que si on utilise, on va dire, 3 images à la suite, à un moment ou à un autre, ça va suffire pour gérer la très grande majorité des défauts en disant on va réussir à repérer les incohérences temporelles parmi les 3 images qu'on va avoir à la suite. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé une architecture de réseau de type UNet. Donc en entrée, cette architecture de réseau, elle a été très utilisée pour faire de la segmentation et notamment dans le milieu médical. Et nous, on l'a réutilisé pour lui mettre, en fait, on va lui mettre 3 images en entrée, 3 images successives en entrée. Et donc on va faire différentes étapes où il y a de la convolution et après on va faire des max pooling. Donc ça, on fait plusieurs fois de suite. Et en fait, l'architecture UNet, la spécificité de l'architecture UNet, c'est qu'en fait,
dans la partie encodage, en fait, on va récupérer à chaque fois un bloc qu'on va reconcaténer dans la partie décodage. Et ça permet autant de pouvoir condenser l'information que de récupérer les bonnes localisations spatiales avec précision quand on va faire la partie remontée. Et une fois qu'on arrive au bout du réseau, en fait, on va comparer avec les masques qu'on a créés dans la partie précédente. Donc pour notre jeu de données, en fait, donc notre jeu de données fourni par la Cinémathèque, en fait, on a séparé les différentes scènes parce qu'on n'a pas, c'est pas toutes les mêmes scènes. Il y a des scènes où on va avoir des scènes de texte qui vont expliquer un peu entre chaque scène ce qui se passe. On a séparé aussi les scènes où la caméra est fixe et les scènes où la caméra est mobile parce que du coup, c'est pas exactement les mêmes problèmes qu'on va avoir dedans. Donc on regarde que, bon, entre les trois types de scènes, on a à peu près une répartition qui est équitable. Et donc, du coup, on va séparer les scènes de la façon suivante. C'est-à-dire que la partie entraînement, on va utiliser 70% à peu près un peu plus de 70% des images. Et après, on va être à 11-12% pour la partie validation et pour la partie test. Donc, en particulier, on n'a pas utilisé directement les images. On a utilisé des pages de taille 512 par 512. Bon, il y a des soucis en termes de GPU sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, mais c'est surtout qu'en fait, ça permet de faire une augmentation de données. Parce pour l'instant, on est limité qu'à un seul film, donc si on a plusieurs patchs différents, on peut considérer qu'on a plus de données pour valider un peu plus l'apprentissage qu'on peut avoir. Donc nos résultats sont les suivants. En utilisant la fonction de perte qui est donc l'inverse du coefficient de Dice. Alors si ça ne vous parle pas trop, c'est aussi le F1 score. Donc en fait, ça correspond globalement à 2 fois les vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux positifs, plus les vrais positifs et les faux négatifs. Donc ça, en fait, ça va nous donner un score qui va être entre -1 et 0, et le but du jeu, en fait, c'est de se rapprocher le plus de -1. Et donc on voit au niveau de l'entraînement, sur les scènes de texte, on a des résultats qui sont à peu près convenables, et dès qu'on passe en caméra sur des scènes qui sont naturelles, c'est plus problématique. Après, on a aussi essayé en prenant qu'une seule image ou 5 images pour voir si en fait on récupérait plus d'informations, et au final, on n'a pas forcément de meilleurs résultats avec une image ou 5 images. Bon, je parle vite fait de la méthode d'optimisation, donc c'est un optimiseur Adam avec un learning rate de 5-10-5. Et donc, surtout, en fait, c'est que bon, là, les résultats, on peut trouver que c'est pas forcément exceptionnel. Mais il va falloir reprendre en compte le fait que, vu que la restauration elle a été faite de manière semi-automatique, les masques qu'on a créés ne sont pas forcément bons non plus. Et donc je vais vous montrer des cas particuliers où on pourrait dire que nous, ce qu'on détecte, c'est bien, alors qu'au niveau de la fonction de perte, ça ne va pas forcément être très bon. Donc là, en particulier, j'ai fait pour chacune des scènes, comme ça on va avoir vraiment des détails, des exemples spécifiques. Là, on peut revenir, donc c'est ce que j'avais montré dans l'exemple dans les diapos précédentes. En fait, on va voir qu'en vert, c'est ce qu'on arrive à bien détecter, et en bleu, c'est ce qu'on ne détecte pas, mais ce qui était quand même présent dans le masque. Et donc en fait, on se rend compte que la partie sur les lettres, on n'a pas réussi à l'enlever des masques qu'on a créés au départ. Donc du coup, ça nous met forcément ça nous réduit la valeur du résultat sur l'entraînement, mais on voit quand même que, visuellement parlant, on arrive à tomber sur à peu près ce qu'on voudrait. D'autre part, on voit qu'aussi, alors là, on verra surtout sur le troisième, que en fait, le restaurateur, il y a quand même, il y a près de 3000 images, le restaurateur, il n'a pas forcément réussi à passer partout tout le temps en termes de temps, c'est pas forcément possible. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que on a des défauts qui n'ont pas été détectés non plus. Et nous, ils vont apparaître en rouge parce que nous, on arrive à les détecter, mais ils n'ont pas été restaurés au départ. Bon, après, il y a quand même les défauts de type qui sont un peu plus foncés et que ceux-là, on n'arrive pas forcément à détecter. Voilà. Après, donc sur les scènes de caméra fixe, on va avoir c'est pareil. En fait, on va voir qu'il y a des sélections qui ont été faites par le restaurateur. Et nous, on arrive juste seulement à détecter la forme du défaut, alors que le restaurateur, il a sélectionné toute la zone. Donc du coup, par le logiciel, ça a été complètement copié d'une autre image et ça a changé tout. On voit aussi qu'on arrive à prolonger certains défauts. On a toujours les défauts foncés qui ne sont pas détectés. Et sur les scènes mobiles, donc sur les deux premiers, on va avoir la même chose que précédemment, sauf qu'en plus, si on a des mouvements importants dans la scène, il y a des défauts qui vont être détectés en trop, alors que ça n'en est pas, parce que le simple réseau UNET en fait n'arrive pas forcément à gérer des mouvements importants, et donc du coup il va considérer que c'est des défauts, alors que c'est juste une partie de l'image qui a été déplacée entre deux images successives. C'est un objet qui a été déplacé.
Voilà, donc pour un bilan, donc on arrive quand même à avoir des résultats encourageants. On arrive à être plus précis que ce que le logiciel fait parfois sur certaines zones. Et on voit aussi qu'il y a eu des défauts qui ont été oubliés lors de la restauration, donc du coup, nous, ça nous permet aussi de les retrouver. Et malgré des masques qui ont été faits parfois qui sont un peu trop gros, on arrive à limiter la détection aux zones qui sont vraiment changées. Et donc là, en perspective, vu qu'on n'arrive pas forcément à avoir des masques où on est 100% sûr du résultat, là, on est parti sur une approche complètement différente. C'est-à-dire que là, maintenant, on est reparti sur des défauts qui sont complètement synthétiques, donc on est sûr de là où on les a mis. On a utilisé du bruit de Perlin pour faire de la génération de défauts aléatoires. Et là, donc au départ, on est sur un réseau UNET classique comme ce qu'on avait précédemment. Et en fait, là, on est en train de faire des modifications du réseau. C'est-à-dire, on est passé sur... après, on a séparé les 3 images avant de les reconcaténer. Et la dernière version qu'on a fait, c'est avec les 3 images, on a fait des corrélations entre l'image centrale, l'image avant, puis après entre l'image centrale et l'image après, avant de reconcaténer. Et on voit que du coup, on arrive à encore avoir des meilleurs résultats par rapport aux 2 premiers. Voilà. Et donc après, ce qu'on voudrait faire, à part la partie purement synthétique, en fait, c'est de faire du fine-tuning sur les données de la cinémathèque ou de n'importe quel vieux film pour un peu apprendre le grain aussi, pour pas que ça détecte un peu tout et n'importe quoi après. Voilà. Oui. Bonjour. Pour la présentation, ma question concerne juste le jeu de données. Ouais. Je pense qu'un film, ça peut vraiment petit, non? Oui, c'est ce qu'on a eu comme c'est ce qu'on a eu comme remarque aussi, c'est qu'en termes de après ça dépend aussi de ce que peut nous fournir la cinémathèque parce que c'est quand même très long à restaurer pour une personne. Après c'est sûr que vu qu'il y a plusieurs types de films qui ont été faits et en fait les défauts sont pas forcément les mêmes en fonction de en quelle année ça a été tourné parce que le matériel n'était pas le même. Donc on ne sait pas si est-ce que ça vaut le coup de généraliser avec plusieurs types de films de plusieurs années différentes ou si il faut spécialiser un réseau pour chaque type de, je vais pas dire de caméra, mais je veux dire pour de telle ou telle année, il y a eu ces types de défauts avec ces caméras-là, et si on fait plusieurs réseaux qui sont plus spécialisés plutôt qu'un avec plein de données différentes. Oui. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport donc à l'entrée des données. Ouais. Vous mettez en fait 3 images de Ouais. la séquence par la suite. Ouais. Du coup, en fait, par exemple, quand sur le film il y a un changement de scène, du coup, il y a une image qui va être par rapport aux 2 autres. Alors, en fait, ce qui est fait en amont, c'est qu'en fait, on a déjà séparé suivant les différentes scènes. Donc, du coup, on s'arrête à chaque fin de scène, on ne peut pas aller sur la scène d'après. Ouais. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport au choix de l'apprentissage supervisé. Ouais. Au final, parce que là, tu disais que la profondeur de défaut, c'était du frame ou 2 frames maximum. Ouais. Mais est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, avec les frames adjacents, par exemple la frame d'avant et la frame d'après, s'il n'y a pas de défaut, on pourrait prédire la frame mieux, ça dépend du chantage, j'imagine, mais je ne sais pas si vous avez des... Bah, prédire, ça dépend de ce que tu veux dire par prédire. Mais tiens, c'est justement c'est sur ce principe-là qu'on s'est dit que normalement, vu qu'il y a énormément de défauts qui sont présents que sur une image, si on prend les 3 images à la suite, à un moment ou à un autre, il va dire là ça va, au milieu c'est différent. Donc du coup, c'est comme ça qu'il détecte. Sans faire forcément des masques, parce que j'ai vu que c'était assez compliqué de faire les masques de segmentation Ouais. à la main, les vérités terrain. Sans faire les vérités terrain, peut-être qu'au final, un pixel qui n'est pas prédictible par les deux, par essayer de faire un entraînement un peu comme on voit des entraînements comme ça qui sont self-supervised, où on essaie de prédire une frame au milieu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe. Mais pouvoir comparer après la frame du milieu avec celle qu'on a vraiment pour voir s'il y a des différentes. Parce que finalement, après ça dépend bien sûr de l'échantillonnage des frames, parce Oui. qu'il y a beaucoup de temps d'écart sur les deux films quand ça se passe, mais sur 25 frames par seconde par exemple, la frame du milieu elle est souvent... c'est souvent quelque chose qui peut se prédire. Oui, je suis pas sûr qu'on est sur du 25 par seconde, mais on est plutôt... Pendant la question suivante, peut-être Julia, tu peux venir Si j'ai bien compris, du coup, l'expert va repasser après sur les masques produits par le réseau. En fait, alors, il y a une partie automatique qui est faite qui va supprimer les petits défauts et autres, mais quand il y a des gros défauts, là c'est vraiment, il y a une partie manuelle à faire après. Du coup, est-ce qu'en pratique, ça vaut pas le coup, dans la préparation des données, d'être assez généreux sur
à halluciner des défauts un peu partout. Est-ce que pour l'expert, c'est pas plus rapide d'avoir plein de défauts un peu partout et il enlève ceux qui n'en sont pas, enfin défauts positifs, je crois, plutôt que l'inverse, c'est de refaire le travail, de rechercher ceux qui n'ont pas été détectés. Bah, pas forcément, parce qu'au final, il faut... la politique de la Cinémathèque en particulier, c'est que ils préfèrent garder un peu trop de défauts que d'en enlever beaucoup trop et d'avoir un truc qui soit ultra lisse, parce qu'après, ça perd un peu le cachet du film. Donc du coup, il vaut mieux pas avoir un truc qui soit vraiment trop fort. Oui. Est-ce qu'il vous faut des masques qui soient connectés quand tu crées les masques là, Ouais. il faut connecter les... Parce qu'on s'attend à avoir des tâches, donc à un moment, là, quand on fait le seuillage, en fait, vu qu'il y a il y a des différences de niveau de gris qui peuvent être un chouille en dessous de ce qu'on a, de là où on a seuillé et qui vont pas être pris en compte, et du coup, ça va te faire des trous noirs à l'intérieur de tes formes. Et au niveau de la détection, c'est pas très logique de se dire, bah tiens, le truc qu'on va avoir au milieu, on va forcément avoir un souci à un moment ou à un autre dans la détection. Du coup, vous interdisez des pixels, à l'échelle du pixel, d'avoir des défauts juste sur un pixel par exemple? S'il y a vraiment rien autour, on va le garder. Mais s'il y a des voisins, généralement, ils sont pas... vu qu'on fait un seuillage quand même qui est assez haut, s'il y a quand même des voisins entre eux qui ont vraiment une grosse différence, on se dit que normalement, il y a des chances qu'ils soient dans le même défaut au départ. Oui, une dernière question. Quand on a, là, sur la fin, pour générer les défauts synthétiques, on a utilisé du bruit de Perlin. Ouais. On n'a pas forcément cherché plus que ça. On arrivait à avoir des choses qui étaient quand même vraiment ressemblantes à ce qu'on pouvait avoir comme défaut. En fait, on utilise du bruit de Perlin et après on joue sur les contrastes et la luminosité pour passer de quelque chose qui a l'air nuageux à quelque chose où on va récupérer des formes vraiment nettes. Le bruit de Perlin, c'est pour pouvoir rajouter un peu de corrélation spéciale dans le bruit. Oui. Ok. Je vous propose de s'arrêter là, mais de continuer la discussion pendant les pauses. Et je vais passer...